Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à intervenir dans le cadre du séminaire. Et merci pour la possibilité de présenter quelques réflexions et résultats d'enquête auxquels j'ai contribué ces dernières années sur le thème de la migration et de la santé, et plus particulièrement de la santé mentale, puisque c'est le domaine dans lequel je me spécialise, même si à la fin de la présentation, je parlerai un peu de la crise sanitaire actuelle et des données que l'on a déjà sur la situation spécifique des immigrés. Un certain nombre de choses que je vais dire vont être vraiment très, très en écho aux propos que Didier Fassin vient de développer. Donc d'abord, j'en suis très honorée, et puis c'est très bien, ça fera un séminaire, j'espère, assez cohérent. Moi, je vais essayer de présenter des chiffres pour appuyer mon propos, puisque je suis épidémiologiste. Et alors, je suis épidémiologiste, et en plus, je m'inscris dans une manière de penser l'épidémiologie qui est vraiment celle de réfléchir à la santé des populations, qui est assez abstraite en réalité et assez générale, mais où en fait on s'interroge beaucoup à la fois sur des problématiques de santé de certains groupes particulièrement vulnérables, donc par exemple les exilés dont Didier Fassin a parlé, et je vais en parler rapidement aussi, mais où on s'interroge aussi beaucoup sur la question plus large de savoir ce qui fait que la migration, peut-être dans d'autres... Enfin, est-ce que la migration dans d'autres contextes que des contextes aussi difficiles que ceux que vivent les exilés est aussi source de problèmes, ou peut-être au contraire de résilience face à la santé, et si oui, qu'est-ce qu'on peut en dire et quels sont les mécanismes qui peuvent être en jeu? Alors, je vais aller assez vite sur la première partie puisqu'on vient d'en parler. La première chose, quand on parle de migration et santé en général, c'est que, en particulier depuis 2015 et la crise des migrants ou des réfugiés dont il a été question tout à l'heure a eu lieu, en fait, mon interprétation est qu'on a été tellement inondé d'images, de discours dans les médias et de choses très très fortes sur des situations tragiques qu'on en a presque oublié en France notamment, mais pas qu'en France, qu'en fait la migration est un phénomène universel qui dure depuis très très longtemps, et bien sûr la France est un des pays qui accueille le plus d'immigrés en Europe, donc ce ne sont pas les personnes arrivées en 2015 qui ont tout d'un coup chamboulé, ou depuis 2015, qui ont chamboulé la situation. Ici juste quelques chiffres pour essayer de replacer les choses dans un contexte plus large. Donc les Nations Unies estiment que 272 millions de personnes dans le monde étaient en situation de migration, ou on the move, comme disent maintenant tous les documents officiels des Nations Unies, pour justement essayer d'éviter les distinctions trop précises. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, la plupart des immigrés... Donc moi, je parle plutôt de personnes en situation de migration, voilà, pour que ce soit aussi le plus large possible. Sauf quand il y a effectivement des situations très spécifiques comme celle des demandeurs d'asile. La plupart des personnes donc immigrées en situation de migration vivent dans des pays développés, mais les réfugiés, et ça a été redit tout à l'heure, vivent plutôt dans des pays en voie de développement et des pays du Sud. Et ce qu'on ignore certainement en France très souvent, c'est qu'en fait, à l'échelle du monde, la plupart des immigrés viennent d'Asie et non pas d'autres continents, et en particulier, évidemment, l'Inde, le Mexique et la Chine, ainsi que la Russie, sont les plus grands pays pourvoyeurs d'immigrés qui ensuite vont habiter dans d'autres pays. Ici, c'est juste un graphique qui présente beaucoup de chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les personnes réfugiées, donc le UNHCR, qui montre qu'en gros, sur les 272 millions de personnes en situation de migration en 2019, on estime qu'environ 70 millions étaient des personnes qui avaient été déplacées de manière non volontaire, dont 41 millions dans leur propre pays et 25 millions dans un autre pays, donc la plupart du temps un pays proche de celui d'où elles viennent, et seulement une toute petite partie de ces personnes arrivent jusque dans les pays développés, et notamment en France. Alors en France, donc les demandeurs d'asile qui en 2019 représentaient à peu près 130 000 personnes, donc 130 000 personnes ont fait une première demande d'asile. En France, on voit que depuis les années 70, alors d'abord le nombre de demandeurs d'asile a évolué au gré des différentes crises
différentes parties du monde, au gré des politiques migratoires aussi, dont j'essaierai de dire quelques mots, et puis évidemment les pays d'origine des personnes en situation de demande d'asile en France ont aussi beaucoup évolué avec le temps. Juste pour référence, en 2019, les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile en France étaient l'Afghanistan, l'Albanie, la Géorgie, la Guinée, le Bangladesh et la Côte d'Ivoire dans cet ordre, avec, comme ça a été dit tout à l'heure, donc globalement à peu près un quart des demandeurs d'asile obtient la protection de l'OFPRA. Environ 40% des personnes finissent par obtenir une protection à la fin de l'ensemble des démarches et des recours possibles après un rejet de l'OFPRA. Et alors là, vraiment, c'est un signe de différentes politiques en fonction des pays. Certains, comme les Afghans, par exemple, ont des taux d'accès au statut de réfugié plus élevés que les ressortissants d'autres pays. Ici, ce qu'on voit aussi sur ce graphique, donc qui provient d'un rapport de la CIMAD, c'est aussi que le nombre, donc il y a différents types de demandes d'asile, et le nombre en particulier des demandes d'asile relevant de la Convention de Dublin a progressivement augmenté, ce qui signifie aussi que une proportion croissante des demandeurs d'asile ne bénéficient pas de la protection entière dont ils pourraient bénéficier en France. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à l'Union européenne, alors évidemment, cette année est particulière avec l'épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire, mais globalement, depuis plusieurs années, les chiffres sont relativement stables. Dans l'Union européenne, il y a chaque année environ 4 millions de nouveaux immigrés, dont 2 millions viennent d'un autre pays de l'Union européenne. Donc la moitié des immigrés dans l'Union européenne sont ressortissants de l'Union. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est quand on compare des chiffres, donc les pays qui accueillent le plus d'immigrés en nombre absolu, on s'aperçoit que ce sont, alors en tout cas en 2017, c'était l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne. En termes relatifs, c'est Malte, Luxembourg, Chypre et l'Irlande de la Suède, mais je suis sûre que François a des éléments de précision à apporter sur ces chiffres très très macro. Ce qui est par ailleurs important, et c'est plutôt à ça que je voulais en venir, c'est que l'Europe étant un continent d'immigration relativement ancien, jusqu'à environ, on voit que donc environ 25% des personnes vivant en Grande-Bretagne ont au moins au moins une des deux personnes du foyer est immigrée. En France, c'est 24% quand on prend en compte les immigrés et les descendants d'immigrés. En Italie, jusqu'à 14% des foyers incluent au moins une personne de descendance immigrée. Donc évidemment, c'est un phénomène massif, ancien. Bien sûr, les pays d'origine des immigrés ont évolué avec le temps, mais on ne peut pas faire comme si on venait de découvrir l'immigration et les impacts en santé éventuels de l'immigration en Europe. Voilà. Ça c'est juste pour dire que quand même, évidemment, ce qu'on observe, c'est que entre 2008 et 2014, et les chiffres ont probablement encore évolué avec le temps, la proportion des immigrés donc de première génération nés au sein de l'Union européenne ou dans un autre pays, la proportion de ces personnes au sein de la population européenne a augmenté. Donc bien sûr, on ne peut pas dire que les choses sont comme elles ont toujours été. Non, il y a peut-être une accélération, ou en tout cas, il y a eu, au cours de ces années, plus d'immigrés qui sont arrivés en Europe. Mais tout ça se situe quand même dans une histoire qui est bien plus ancienne et qui remonte à plus loin, et qui veut dire qu'on a plein de données à étudier, à la fois contemporaines, mais qui remontent aussi un tout petit peu plus loin. Alors, quelques idées essentielles, quelques concepts pour cadrer le sujet des liens entre la migration et la santé. Tout d'abord, pendant très longtemps, enfin moi quand j'étais à l'université par exemple, on nous apprenait que globalement, les immigrés sont en meilleure santé que les personnes des pays où ils viennent à migrer. Ça s'appelle donc le Healthy Migrant Effect. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut être en bonne santé pour migrer. Il s'agit, comme ça a été évoqué tout à l'heure, principalement de personnes jeunes. Et puis, les personnes qui migrent ont des projets d'avenir, des projections qui font qu'elles mobilisent une certaine énergie et leur santé, on peut en bénéficier.
Néanmoins, en 2018, une revue systématique publiée dans la revue prestigieuse Lancet soulignait que certes, ça reste vrai, c'est-à-dire que par exemple, les immigrés ont des taux de mortalité globalement qui sont plus bas que, en particulier dans les pays occidentaux, des taux de mortalité qui sont plus bas que ceux des personnes non immigrées auxquelles... issus de la population majoritaire, comme disent parfois les démographes. Néanmoins, on observe déjà dans les données d'enquête qui existent qu'au cours des dernières années, tout d'abord, ce Healthy Migrant Effect pourrait ne pas être observé dans les pays de niveau plutôt intermédiaire, voire à faibles ressources, et d'autre part, pourrait ne pas concerner certains groupes plutôt marginalisés, et en particulier les personnes en situation de demande d'asile et les réfugiés, ainsi que les exilés, mais qui rentrent malheureusement rarement dans les enquêtes, ont probablement certains risques en termes de santé qui sont plus importants. Par ailleurs, donc, puisque la migration est un phénomène qui date déjà, on a des données non seulement sur la mortalité des personnes immigrées elles-mêmes, mais aussi de leurs enfants ou les populations qu'on appelle les descendants d'immigrés. Et ces données, qui sont d'ailleurs disponibles y compris en France, montrent que d'abord le lien entre l'origine migratoire et la mortalité dépend du pays dont on est ou de la zone dont on est originaire. Et donc vous voyez que par rapport aux personnes non immigrées, les personnes qui sont descendantes d'immigrés d'Europe du Sud ont plutôt des taux de mortalité plus bas effectivement que la population générale, mais ce n'est pas le cas des personnes qui sont originaires d'un pays du Maghreb. Les modèles statistiques permettent de montrer que cet écart, donc la surmortalité en réalité des descendants d'immigrés du Maghreb, est en grande partie liée ou expliquée statistiquement par des problèmes d'accès à l'emploi et au marché du travail. Donc, ce qu'on commence à apercevoir et que je vais essayer d'illustrer au travers de mon propos, c'est en fait l'importance du contexte dans lequel vivent les personnes et notamment des conditions d'accueil dans le pays d'accueil, puisque c'est cette terminologie qui est utilisée la plupart du temps, même si l'accueil est parfois bien relatif, pour expliquer des différences de santé qui peuvent être observées entre immigrés, descendants d'immigrés et la population majoritaire. Voilà, ça c'est bon. Juste avant de passer à des données épidémiologiques plus précises, juste quelques éléments donc, qui ont été publiés par l'OMS l'année dernière pour dire que globalement, là où on en est aujourd'hui des connaissances, on sait que les personnes en situation de migration ont un risque plus élevé de certains types de pathologies, notamment les maladies infectieuses. Alors, ça a été documenté pour le VIH, la tuberculose et aussi l'infection à Covid-19 dont je parlerai plus tard. Alors, certes, un risque élevé, mais une faible transmission à la population générale qui est importante à souligner parce qu'évidemment, cette observation d'un surrisque peut amener à des comportements stigmatisants, voire discriminatoires. Donc, c'est important de dire que, en fait, c'est les personnes elles-mêmes qui sont les plus vulnérables et elles ne sont pas source d'épidémies pour d'autres populations. Pour ce qui est des maladies chroniques, on a plutôt, les immigrés ont plutôt tendance à avoir un risque plus faible de maladies chroniques au moment où ils arrivent dans le pays dans lequel ils vont s'installer, mais qui augmente avec le temps, et c'est en particulier vrai pour l'obésité et le diabète, ce qui d'ailleurs pourrait aussi expliquer une partie du surrisque de Covid-19 que j'évoquerai tout à l'heure. Et puis en termes de santé mentale, là je vais développer un tout petit peu plus. On voit que les immigrés dans des situations diverses ont plutôt des risques plus élevés, en tout cas de dépression ou de stress post-traumatique, mais avec des estimations extrêmement variables en fonction des pays, en fonction des populations étudiées de manière spécifique. Et donc, ce qui amène plutôt à mettre le focus sur les conditions d'accueil plutôt qu'une spécificité des populations immigrées en elles-mêmes. Alors, maintenant, plus en détail, je vais donc présenter quelques données concernant les problématiques de santé mentale qui ont pu être observées au travers de différentes enquêtes épidémiologiques en lien avec la migration, en distinguant les personnes qui relèvent
de la protection des demandeurs d'asile et aux réfugiés de la population générale, parce qu'une partie de ces travaux ont été menés pour essayer de comprendre s'il s'agissait d'une spécificité des demandeurs d'asile ou d'une problématique plus large. Alors tout d'abord, donc on sait que les personnes en situation de demande d'asile et réfugiés ont globalement des niveaux de troubles psychiatriques plus élevés que la population générale. Alors, c'est en particulier vrai pour l'épisode de stress post-traumatique, qui est bien sûr lié au fait d'avoir vécu des violences ou des situations de menaces, qui sous-tend souvent l'exil et la demande d'asile elle-même. Et ceci semble particulièrement vrai chez les enfants et adolescents qui sont en situation de demande d'asile ou réfugiés, soit parce que leur famille est réfugiée, soit parce qu'ils migrent, ils partent eux-mêmes, comme c'est le cas, par exemple, des mineurs non accompagnés. Voilà. Alors, bien que cette population soit connue et reconnue comme étant à risque particulièrement important comme ayant des risques particulièrement importants en termes de santé mentale, il est très frappant de voir que dans de nombreuses enquêtes, on voit des déficits systématiques en termes d'accès aux soins de santé mentale pour diverses raisons, notamment le manque de connaissances sur le système de santé ou sur la santé de manière plus large, des barrières linguistiques, peut-être une méconnaissance du système de prise en charge en santé mentale ou évidemment un manque de confiance vis-à-vis du système de santé, surtout quand les personnes ont vécu des sévices qui peuvent parfois aussi avoir lieu dans un contexte médicalisé, entre guillemets. Donc, à la fois un surrisque évident de problèmes de santé mentale qui peuvent avoir un impact sur la vie des personnes et surtout aussi sur leur procédure d'asile, puisqu'il a été montrer que les personnes qui ne sont pas en mesure de raconter ce qui leur est arrivé, de présenter un récit cohérent, comme ça peut être, comme ça peut être le cas en cas de stress post-traumatique, par exemple, ont une moindre reconnaissance en tant que réfugiés. Donc c'est une espèce de absurdité, en fait, de demander à des personnes qui sont... pour lesquels ce n'est pas possible de raconter leur récit dans ces conditions. Pour ce qui est des personnes qui sont en situation de migration mais qui ne sont pas réfugiées, des enquêtes diverses et menées dans différents pays montrent un surrisque de psychose, en particulier de schizophrénie et probablement aussi de dépression. Et donc à la fois chez les personnes qui ont elles-mêmes migré que chez les descendants, chez leurs descendants, c'est-à-dire leurs enfants. En général, on s'arrête à la deuxième génération. On a aussi maintenant de plus en plus d'études qui montrent que les personnes qui n'ont pas migré, donc qui sont restées dans le pays des migrations, les enfants souvent, parfois les parents, ont aussi, et ce malgré les ressources financières qui peuvent être transmises par les immigrés et donc qui pourraient être protectrices, plus de problèmes de dépression et d'anxiété en particulier, et ce à long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces études portent non seulement sur des migrants internationaux, mais aussi sur des migrants internes. En particulier, beaucoup d'études en Chine documentent le fait que lorsque les parents partent travailler à la ville, les enfants qui sont laissés au village avec les grands-parents ou d'autres membres de la famille ont plus de problèmes de santé mentale que ceux qui vivent en famille. Alors, quelques mots, donc, puisque je vais essayer de montrer que ces problématiques peuvent être liées au fait d'être traitées d'une certaine manière ou de vivre d'une certaine manière dans le pays où on émigre. Quelques éléments vraiment sur des études qui ont porté de manière directe sur des politiques migratoires. Alors tout d'abord, je voulais citer deux choses. Alors d'abord des situations assez extrêmes et qui ont été très très bien documentées, qui malheureusement concernent un nombre non négligeable de personnes en situation de migration, c'est les effets de la détention sur la santé mentale. Alors ces études proviennent principalement de pays tels que l'Australie ou les États-Unis, où
la détention de personnes, alors soit de demandeurs d'asile, ça c'est plutôt le cas de l'Australie, soit de personnes en situation irrégulière et malheureusement assez massive. Et toutes ces études montrent que, évidemment, le fait d'être retenu est associé à une explosion des troubles dépressifs, anxieux, probablement aussi voilà, des liens avec les épisodes de stress post-traumatique et à des niveaux très élevés d'idées suicidaires, voire d'actes suicidaires, puisque c'est ce qui a pu également être observé. Alors, évidemment, le fait d'enfermer, comme c'est le cas dans un certain nombre de camps en Italie qui ont été cités tout à l'heure, par exemple, les personnes, ou dans les Balkans, c'est une politique tout à fait extrême et fort heureusement, la plupart des personnes quand même ne sont pas traitées de cette manière. Néanmoins, ce que montre un certain nombre d'études qui ont pu conduire à une revue systématique et une méta-analyse, donc c'est quand même un corpus de publications important, c'est que d'autres types donc c'est une méta-analyse réalisée par des collègues suédois, c'est que des politiques moins extrêmes, mais néanmoins ayant un impact important sur la vie des personnes, comme par exemple les politiques restrictives en termes de visa, donc le fait d'avoir des visas temporaires, alors la détention que j'ai citée, mais des problèmes de renouvellement de titres de séjour, etc., sont associés aussi à des problèmes de santé mentale importants, et par ailleurs des politiques restrictives qui existent dans certains pays en termes d'intégration, notamment que ce soit le fait d'être éligible à un certain nombre de systèmes d'aide, par exemple la sécurité sociale ou l'accès à l'emploi, ont aussi des effets sur la santé, et ce, dans différents contextes. Une étude que je trouve vraiment très intéressante et qui a été publiée par des collègues danois a montré que quand on regarde l'ensemble des personnes qui ont accédé au statut de réfugié au Danemark sur plusieurs dizaines d'années, le fait qu'ils aient eu des troubles psychiatriques diagnostiqués, pris en charge dans le système de santé danois, donc extrêmement complet, est directement lié à la durée de procédure d'asile. Donc toutes ces personnes ont in fine été recueillies réfugiés, ont été reconnues réfugiés. Mais vous voyez qu'il y a un lien, et que les personnes qui ont attendu donc entre 25 à 71 mois pour avoir une réponse positive à leur demande d'asile ont en moyenne ici 50% plus de troubles psychiatriques pris en charge dans le système de santé que celles qui ont bénéficié du statut de réfugié entre 0 et 6 mois. Évidemment, cette étude laisse de côté les personnes qui n'ont jamais accédé à la protection en tant que réfugiés. Voilà. Bon, je vais passer à quelques données françaises pour vous illustrer des travaux qui ont pu être menés dans mon équipe, en commençant d'abord par quelques données sur les problématiques de santé mentale chez des personnes exilées, sans doute, enfin en tout cas qui correspondent au profil que Didier Fassard a décrit tout à l'heure. Donc tout d'abord au travers de l'étude en femmes que nous avons, enfin qui a été menée par Stéphanie Van den Toren, qui à l'époque travaillait à l'Observatoire du SAMU social, et qui a voulu en fait mettre en place une étude épidémiologique, tout ce qu'il y a de plus classique, si je puis dire, pour chiffrer et évaluer la santé des personnes hébergées par le SAMU social. Donc c'est un échantillon représentatif, tiré au sort en fonction des différents types de structures, voilà, très, très complexe et pondéré, qui a permis de montrer donc, en 2014, on estimait qu'environ 10 000 familles, donc jusqu'à 30 000 personnes, étaient hébergées chaque nuit par le SAMU social. Alors évidemment, les familles sont hébergées plus vite, plus facilement. Alors non pas qu'il y ait des structures, enfin il y a des structures, il existe des structures adaptées, mais comme vous voyez ici, la plupart de ces familles, en tout cas la plupart des familles qui ont été interrogées, vivaient dans des hôtels, dans des chambres d'hôtel pas spécialement prévues pour l'accueil des familles, pas spécialement prévues pour changer les bébés ou leur préparer à manger, avec en plus des problématiques de déménagement fréquent et d'instabilité résidentielle, parce que bien que ces familles aient accès à un hébergement du fait qu'il y a des enfants et que donc on ne peut pas laisser les enfants complètement à la rue, le système qui permet de les prendre en charge est assez peu pérenne.
Quand les hôtels ont besoin d'héberger d'autres types de publics que des familles sans hébergement, les familles sont déplacées dans d'autres types de structures. Donc, la plupart des personnes donc de ces familles hébergées par le SAMU social étaient immigrées, 95%, 65% venaient d'un pays africain, 50% étaient sans papier, parce que le droit à l'hébergement est probablement, avec le droit à la scolarisation, un des seuls droits qui reste aux personnes, même quand elles n'ont pas de titre de séjour stable. La plupart de ces familles étaient en fait des femmes avec enfants, mais ça c'est aussi en partie lié au système d'hébergement qui ne prévoit pas qu'on puisse accueillir des couples, donc ça ne veut pas forcément dire que les pères étaient complètement absents. Par contre, ils ne pouvaient pas être hébergés avec leurs femmes et leurs enfants. 20% de ces familles étaient composées de 3 enfants ou plus, donc une portion non négligeable de familles nombreuses. Et 25% des femmes interrogées rapportaient avoir déjà eu des expériences, enfin avoir été victimes de violences domestiques dans les mois qui précédaient l'hébergement. Alors nous, on s'est intéressé plus particulièrement aux problématiques de santé mentale des femmes et de leurs enfants. Et ce qu'on a observé, donc j'ai oublié de dire qu'il y a environ 800 familles qui ont été interrogées au total dans cette enquête. Et ce qu'on a observé, c'est qu'environ un tiers des femmes avaient des signes de dépression clinique, alors par rapport à des estimations qui sont entre 5 et 7% en population générale en France. 18% présentaient un risque de suicide, donc avaient soit des idées suicidaires, soit avaient déjà envisagé une manière de se faire du mal. 63% avaient déjà vécu un événement de vie traumatisant, soit en France, soit avant de migrer, ce qui expliquait qu'environ 17% avaient des symptômes relevant d'un état de stress post-traumatique et jusqu'à un quart avaient eu ce type de symptômes au cours de leur vie. Là aussi, je précise que ça n'a pas été... enfin, je n'ai pas de chiffres pour vous le montrer, mais très très peu de ces femmes avaient consulté un médecin, ne serait-ce qu'un médecin généraliste, pour signaler qu'elles allaient mal et qu'elles n'avaient absolument pas accès aux soins pour ces problèmes de santé mentale. On a étudié un ensemble de facteurs pouvant éventuellement expliquer le lien entre... pouvant éventuellement expliquer cet excès de risque de santé mentale, de problèmes de santé mentale. Et vous voyez que ce qu'on a retenu in fine dans les modèles statistiques, c'est deux facteurs principaux. Tout d'abord, ce qu'on a observé, c'est que les femmes qui étaient déprimées avaient aussi un risque élevé d'avoir un syndrome de stress post-traumatique. Bon, ça, c'est des questions qui sont liées à la nosographie psychiatrique. C'est pas toujours très, très simple de distinguer exactement les pathologies. Néanmoins, elles avaient probablement donc un spectre de difficultés assez important. Les femmes qui avaient un syndrome de stress post-traumatique déclaraient plus souvent avoir quitté leur pays d'origine dû à des faits de violence. Donc ça, c'est tout à fait attendu. C'est ce qui est attendu, évidemment. Mais on a observé une association encore plus importante entre l'instabilité résidentielle dans laquelle elles vivaient, c'est-à-dire un nombre de déménagements fréquents, le fait d'avoir connu des moments où elles n'avaient pas d'hébergement du tout, où elles étaient à la rue avant de pouvoir avoir une chambre d'hôtel par le SAMU social, sachant que la durée moyenne d'hébergement dans un hôtel parmi les femmes qu'on a étudiées était d'environ 6 mois. Et tous les 6 mois, elles devaient changer de lieu avec leurs enfants. On a, dans cette enquête aussi, étudié les difficultés émotionnelles et de comportement des enfants, alors les enfants de 4 à 13 ans ici, parce qu'on était intéressé d'abord par l'impact de ces situations de précarité extrême et d'instabilité sur les enfants, et puis aussi par leur ressenti. C'est les enfants directement qui ont été interrogés. Et tout d'abord, ce qu'on a observé, c'est que les enfants donc de ces familles hébergées avaient des risques de problèmes de comportement plus importants que ceux attendus en population générale. Et en particulier, donc on a observé quelque chose de très classique, le fait que la mère ait un risque suicidaire était associé à plus de difficultés chez les enfants. On sait que les problèmes de santé mentale des parents ont un impact sur leurs enfants. On a observé que
certaines problématiques de santé, comme le fait d'être en surpoids ou d'avoir des problèmes de santé chronique, étaient aussi liées aux difficultés psychologiques des enfants. Là aussi, c'est ce qu'on observe en général dans les enquêtes sur la santé mentale des enfants. Et puis on a observé des choses un tout petit peu spécifiques. Tout d'abord, les enfants qui rapportaient se coucher après 22 heures. Donc, il faut savoir que dans les chambres d'hôtel dans lesquelles sont hébergées les familles, la plupart du temps, tout le monde dort dans la même chambre, dans la même pièce. Donc évidemment, l'intimité est complexe et puis le fait de s'adapter au rythme de l'enfant aussi. Les enfants donc, qui se couchaient tard étaient ceux qui avaient le plus de difficultés émotionnelles et de comportement, ceux qui rapportaient ne pas aimer leur logement. Et puis ceux qui rapportaient aussi avoir été victimes de harcèlement à l'école, c'est-à-dire victimes de moqueries ou de mise à l'écart, puisqu'on imagine bien que le fait d'être hébergé dans un hôtel n'est pas forcément une caractéristique que les autres enfants identifient comme étant très, très positive, ou en tout cas les enfants, eux, se sentaient discriminés, ce qui nous a laissé d'ailleurs conclure dans cet article sur le fait que et j'y reviendrai tout à l'heure, l'intégration évidemment commence par la vie quotidienne des personnes et tout ce qui peut être fait et qui est assez peu fait en France malheureusement pour intégrer les enfants dans leur cadre scolaire ou pour les personnes adultes, les intégrer au monde du travail peut être très favorable en termes de santé à long terme. Alors, je vais passer rapidement à la population générale, puisque je ne voulais pas uniquement focaliser sur les personnes en situation extrêmement précaire, pour vous parler très, très rapidement des données de la cohorte ELF, qui est une cohorte donc représentative des enfants nés en 2011 en France. Et comme c'est une enquête représentative, elle inclut 18 000 enfants. Et comme c'est une enquête représentative, elle a inclus environ 10% d'enfants dont la mère était immigrée, ou le père, et environ 10% d'enfants dont au moins un des deux parents était descendant d'immigrés. Évidemment, les enfants dont les parents sont immigrés ont principalement des parents originaires d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, tandis que les enfants de descendants d'immigrés viennent plutôt de familles originaires d'Europe du Sud. Donc, ça, ce sont les tendances migratoires en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette enquête de grande échelle, on est en mesure de comparer les personnes qui ne sont pas, les enfants et leurs parents qui ne sont pas immigrés, les descendants d'immigrés et les immigrés. Et donc, tout d'abord, alors là, j'ai pas inclus les descendants d'immigrés dans ce tableau, mais vous pouvez imaginer qu'ils se situent un peu au milieu dans cette catégorie intermédiaire. Globalement, ce qu'on observe, et ça a été documenté de manière très, très riche, on observe que les familles immigrées, globalement, ici étaient un peu plus souvent plus âgées au moment de la naissance de l'enfant, plus souvent les mères ne vivaient pas avec le père de l'enfant dès la grossesse. Les femmes immigrées avaient aussi un niveau d'éducation plus faible, travaillaient moins souvent et quand elles étaient en couple, leur conjoint aussi travaillait moins souvent, dans des conditions de vie et des conditions sociales moins favorables de manière globale. On s'est intéressé, en prenant en compte toutes ces caractéristiques socio-économiques, à la santé mentale des mères pendant la grossesse et ensuite au moment de la naissance de leur enfant en fonction de leur statut migratoire. Et globalement, ce qu'on a observé, c'est que ici, en regardant le statut migratoire, en fait, il n'y avait pas de lien entre le fait d'être immigré ou pas et la présence de difficultés psychologiques chez les femmes pendant la grossesse. Par contre, les femmes étrangères, donc qui étaient immigrées et non françaises, avaient à 2 mois, lorsque l'enfant avait 2 mois, une probabilité plus élevée d'avoir une dépression postpartum. Et quand on a ensuite, donc tout ça c'est, comme je le disais, à conditions socio-économiques égales dans les modèles statistiques. Et quand on a ensuite essayé de distinguer différentes régions d'origine, on s'est aperçu que c'était principalement les femmes originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne qui avaient un risque de dépression postpartum élevé.
Dans ELF, on a aussi la chance d'avoir des données sur les pères et pas uniquement sur les mères. Et on a également pu étudier la dépression des pères. Donc vous voyez qu'elle est moins fréquente que chez les femmes, puisque chez les femmes, environ 11% des femmes sont déprimées lorsque leur enfant a 2 mois, alors que chez les hommes, on est plutôt autour de 7%. Et 1% des couples sont caractérisés par la dépression à la fois des pères et des mères. Et là aussi, on a observé que globalement, lorsque les parents étaient immigrés, ce risque de dépression conjointe était plus important que lorsque les parents n'étaient pas immigrés. Donc, ce qui laisse penser que dès le début de la vie de l'enfant, donc pour des enfants nés en France et représentatifs de la population générale, il y a un surrisque à des conditions un petit peu, enfin, moins favorables dans les familles immigrées. Peut-être juste très vite un autre résultat toujours de la cohorte ELF qui porte sur des problèmes de neurodéveloppement observés chez les enfants, parce qu'il y a tout un débat dans la littérature en ce moment sur le fait que les enfants de femmes immigrées pourraient avoir un surrisque d'autisme, alors avec plein d'hypothèses diverses sur le rôle, alors soit des difficultés psychologiques de la mère pendant la grossesse, soit d'un déficit en vitamine D, en particulier quand les femmes sont originaires d'Afrique. Néanmoins, et nous on a dans la cohorte ELF pu mesurer le risque d'autisme, donc c'est pas du tout un diagnostic, c'est plutôt un score qui permet de mesurer un certain type de retard de développement qui pourrait laisser penser que l'enfant est à risque d'autisme, mais ceci nécessiterait bien sûr une validation clinique ultérieure, et à 2 ans de toute façon il y a très peu d'enfants qui sont diagnostiqués autistes. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement parmi les enfants de mères immigrées, ce risque de développement moins favorable était plus élevé que chez les mères qui étaient descendantes d'immigrés, enfin que quand les mères étaient descendantes d'immigrés ou pas du tout immigrés, ce qui laisse penser que effectivement, il y a peut-être des choses, alors à la fois sur le plan familial, parce que la mère a des difficultés psychologiques et n'est pas en mesure de s'occuper de ses enfants, de son enfant d'une manière favorable au développement, mais des éléments qui suggèrent que il y a certainement des choses à creuser pour essayer de mieux comprendre dans quelle mesure le risque de problèmes psychologiques se transmet des enfants, des mères et des parents aux enfants. Je vais peut-être juste passer très vite voilà, là-dessus. Alors, j'ai déjà parlé rapidement de quelques pistes qui pourraient permettre de comprendre pourquoi les personnes immigrées auraient plus de risques en termes de santé mentale. Donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, toutes les expériences de persécution, de traumatisme, de violence économique vécues avant la migration ont bien sûr un retentissement sur les trajectoires des personnes, y compris après la migration. Il y a tout ce qui se passe pendant la migration, même si fort heureusement tout le monde n'émigre pas dans les conditions qu'a décrites Didier Fassin tout à l'heure. Mais il y a aussi, et on se rend compte vraiment de plus en plus au travers des travaux épidémiologiques, tout ce qui se passe après la migration, donc l'instabilité administrative, voire la détention ou la rétention, comme on dit en France, évidemment, mais aussi les difficultés socio-économique, l'exclusion sociale qui a été suggérée comme un mécanisme pouvant expliquer le surrisque de psychose en particulier. Et puis, ce qui se passe autour des immigrés, les discriminations, les phénomènes de racisme qui peuvent être intériorisés ou qui peuvent donner lieu à, évidemment, de moindres chances de se loger, travailler, mener une vie la plus fructueuse possible. Et qui malheureusement ne sont pas, voilà, même en Europe, reste un sujet de préoccupation important. Alors, ce qui peut aider évidemment les personnes à faire face aux difficultés de santé mentale, c'est d'avoir accès, alors c'est très simple de le dire, mais malheureusement c'est des choses qui n'existent pas du tout en routine, notamment en France. Donc un accès à un traitement en cas de difficultés psychologiques qui soit accessible, c'est-à-dire qui, par exemple, fasse appel à un interprète lorsque la personne n'est pas en mesure de s'exprimer en français, qui ne soit pas uniquement
liées à une démarche de la personne, mais tout ce qui, enfin, ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire il faut peut-être un repérage et un repérage des problématiques de santé mentale des familles là où elles se trouvent, c'est-à-dire par exemple l'enquête en femmes dont j'ai parlé a donné lieu à des maraudes du SAMU social dans les hôtels où de nombreuses familles immigrées en situation de précarité sont hébergées pour à la fois essayer de trouver un accompagnement psychologique quand c'est nécessaire, mais aussi faire face à d'autres besoins de santé, la contraception par exemple, amener les enfants voilà, chez les généralistes, les pédiatres, etc. Et puis ce qui apparaît très clairement, c'est que donc d'après la définition de l'OMS, la santé, c'est une bonne santé, c'est vraiment une bonne santé mentale, c'est un phénomène global qui se situe dans le domaine médical, enfin, qui peut être pris en charge par le système médical, mais évidemment, si les personnes sont dans une grande détresse sociale et économique, il leur sera difficile d'être en bonne santé, et donc l'aide sociale et juridique et la coordination des services sont essentiels pour favoriser la santé. Et puis, évidemment, tout ce qui permet une intégration aux personnes là où elles vivent. Donc, pour les enfants, il s'agit d'activités sociales ou de scolarisation pour leur permettre d'avoir des activités qui sont propres à leur âge, et tout ce qui permet l'accès à l'éducation et à l'emploi chez les adultes. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais aller très très vite. Je voudrais juste parler vraiment en quelques mots de ce qu'on a observé ces derniers temps du fait de l'épidémie de Covid, dont on sait déjà dans différents pays. Alors ici, j'ai représenté des données norvégiennes, espagnoles, mais on a aussi des données britanniques à ce sujet. On sait que les immigrés ont été plus fortement touchés par l'épidémie, alors, enfin surtout plus fortement touchés par des formes sévères d'infection à Covid-19, et on sait aussi que les immigrés ont eu un surrisque de décéder en période épidémique, et ça a été publié donc par l'INSEE cet été pour la France, c'est-à-dire que vous voyez que par rapport aux personnes donc nées en France, les personnes nées dans un pays du Maghreb ou en Afrique en dehors du Maghreb ainsi qu'en Asie ont eu des taux de mortalité beaucoup plus élevés pendant la période de l'épidémie, et des données de Santé publique France qui ne sont pas encore publiées montrent que quand on regarde spécifiquement la mortalité due au Covid, on retrouve également un surrisque de décès très important chez les personnes en particulier originaires d'Afrique subsaharienne. Alors pourquoi l'étude EPICOV qui a été menée en population générale pour essayer de mieux comprendre la situation épidémique, et que François Héran connaît bien, montre que les personnes, donc les immigrés provenant d'un pays hors Europe et les descendants d'immigrés, sont probablement exposés à un certain nombre de facteurs de risque sociaux qui élèvent le risque de contamination par le Covid, et peut-être aussi de conséquences négatives. Donc les immigrés vivent 6 fois plus dans des communes très denses que les personnes nées en France. Ils vivent aussi beaucoup plus dans des logements surpeuplés, donc où il est évidemment difficile de mettre en place des distances si une personne est contaminée. Et par ailleurs, alors je ne l'ai pas montré ici, non, mais en France comme ailleurs, les personnes immigrées, en particulier originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, ont aussi des taux élevés de diabète, dont on sait que c'est un facteur qui complique les conséquences de l'infection à Covid-19. Alors, dans l'équipe que j'anime, on a mené une étude pendant le premier confinement au printemps 2020 pour essayer de mieux comprendre comment des personnes en situation de migration vivaient l'épidémie, et quel était aussi leur niveau d'information sur l'épidémie. Est-ce qu'elles connaissaient bien les symptômes, est-ce qu'elles savaient où s'adresser en cas de maladie, et quelles étaient leurs préoccupations. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc, pendant le premier confinement, une politique absolument exceptionnelle a été mise en place pour essayer de mettre à l'abri toutes les personnes qui étaient sans abri, pour éviter qu'elles se contaminent. Donc, nous, on a enquêté des personnes dont une grande partie vivaient dans des campements sauvages ou très très précaires aux abords de Paris, et qui ont bénéficié d'un hébergement temporaire pendant toute la période du printemps.
Donc globalement, les personnes qu'on a interrogées, donc environ 530 personnes, dont 90% étaient immigrés et la plupart étaient en France depuis très peu de temps, avaient considéré le confinement comme étant plutôt une mise à l'abri, une forme de protection des personnes. Je ne sais pas si elle dirait la même chose aujourd'hui, mais on espère pouvoir mener un deuxième volet de l'enquête dans les prochaines semaines et avoir des éclaircissements là-dessus. Néanmoins, 54% des personnes que nous avons enquêtées ont dit avoir perdu le peu d'activité qu'elles avaient avant l'épidémie et ne plus avoir de ressources. 44% étaient très inquiètes de leur situation financière, 40% déclaraient avoir eu des difficultés à se nourrir depuis le début de l'épidémie, et 73% disaient être très inquiètes de l'épidémie, mais pas forcément de tomber malade, plutôt d'avoir des difficultés à renouveler leur titre de séjour ou leur droit en termes de chômage, à faire une demande d'AME. Vraiment, ce qui est beaucoup ressorti, il y avait aussi un volet qualitatif dans cette étude, c'était l'inquiétude incroyable des personnes sur ce qu'elles allaient devenir du fait de cette épidémie qui chamboulait leur quotidien déjà fortement précaire. Et nous avons pu comparer ces données, donc, qui sont en gris ici, les données de l'étude ECHO, avec deux autres enquêtes menées auprès de personnes immigrées pendant le premier confinement. L'étude Macassi, qui a été menée auprès de personnes originaires d'Afrique subsaharienne, et l'étude par l'équipe d'Annabelle Desgrès-Dulou, et l'étude Apart Together, qui a été menée dans toute l'Europe et qui, en France, a été coordonnée par Gesine Sturm de l'Université de Toulouse. Et nous avons montré que les personnes les plus impactées par l'épidémie étaient celles en situation irrégulière. Puisque... Alors, voilà. Je n'ai pas montré les personnes en situation régulière, mais voilà, ici c'est le baseline des personnes en situation régulière. Vous voyez que dans ces trois études, les personnes qui n'avaient pas de titre de séjour au moment du confinement avaient entre 2 et 10 fois plus de risques d'être en situation de précarité alimentaire, rapportaient entre 4 et 8 fois plus souvent que les personnes qui avaient un titre de séjour avoir perdu leur emploi. Et nous avons aussi observé des taux de dépression modérés à sévères, jusqu'à 2 fois plus élevés. C'est juste pour dire que oui, les immigrés ont été impactés de manière large, et sans doute que ceux qui avaient les situations les plus complexes, qui étaient en situation administrative instable ou irrégulière, ont eu le plus de difficultés, et c'est probablement malheureusement pas fini pour ces populations, d'autant que pendant le premier confinement, un certain nombre de choses avaient été mises en place pour les protéger. Alors, vraiment, juste quelques mots pour conclure. Je vais essayer de retrouver le thème des politiques migratoires qui était celui qui nous rassemblait aujourd'hui. Donc, évidemment, on comprend bien que pour éviter les problèmes de santé en lien avec la migration, il faut arriver à diminuer les facteurs de risque qui font que les personnes ont des problèmes, notamment en termes de santé mentale. Donc, ça, c'est juste les conclusions de l'article suédois que j'ai mentionné tout à l'heure. À l'échelle individuelle, ça veut dire réduire l'exposition aux violences et aux menaces. Favoriser l'accès aux services de santé, ça, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut dire et redire, et l'accès effectif et pas seulement l'accès en termes de droits, parce qu'on sait que malheureusement il y a des décalages en France, notamment entre l'accès théorique et l'accès effectif. Une des conclusions de cet article était aussi de dire que permettre aux gens de vivre en famille et de développer des ressources, renforcer l'entraide en fait entre les personnes, était renforcer peut-être ce que les anglo-saxons appellent le capital social, serait une manière aussi de protéger les personnes et de les aider à s'intégrer. Et puis à l'échelle sociétale, tout ce qui concerne soit la coordination des services ou la lutte contre le racisme ne pourrait avoir que des facteurs positifs. Pour conclure sur le Covid-19, je voulais juste citer quelques actions qui ont été mises en place pour essayer de réduire l'impact de l'épidémie sur les immigrés, et qui ont été
pour un certain nombre absolument remarquable. Et je pense que c'est important de le souligner que beaucoup de pays ont été capables de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer du fait de cette épidémie. Donc d'abord, de nombreux pays, alors, et y compris la France, ça c'est une affiche de Santé publique France, ont mis en place des campagnes d'information spécifiques pour des personnes ne parlant pas la langue du pays. Alors soit de manière, soit en ligne. Santé publique France a mis en place, a publié des affiches dans une foultitude de langues qui ont été diffusées à énormément d'acteurs et de partenaires, des vidéos aussi dans plein de langues sur comment se transmet le virus, comment essayer de le prévenir, quel est le circuit de soins, qui n'est quand même pas toujours très très simple. Donc beaucoup de choses qui ont été faites de manière très rapide pour essayer d'informer les personnes au mieux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais dans l'étude ECHO que nous avons menée auprès de personnes vraiment exilés, en situation de grande précarité. Un tiers n'avait pas été à l'école au-delà de l'école primaire. Les gens étaient informés sur le virus comme personne de nous n'aurait pu le soupçonner. Les gens étaient très très bien informés par les réseaux sociaux, par la télé, et assez peu... on a posé quelques questions un tout petit peu piégeantes sur des fake news, des choses comme ça, en fait, qui avaient assez peu pénétré. Et donc, peut-être que tous ces efforts qui ont été faits pour essayer de communiquer de manière vraiment très cohérente, bien que l'épidémie soit compliquée et qu'il y ait plein de choses qu'on ne comprend pas encore, ont fonctionné. Il y a aussi d'autres choses qui ont été faites pour essayer de faciliter le séjour et l'emploi des personnes, alors avec des politiques très très différentes en fonction des pays, mais de nombreux pays, enfin certains pays ont par exemple fait le choix de prolonger les titres de séjour indépendamment de la situation d'emploi, dans des situations où normalement ces titres de séjour étaient conditionnés à l'emploi. C'est le cas de l'Espagne et de l'Allemagne. En France, on a fait le choix de prolonger les titres de séjour de tous les étrangers au printemps de 6 mois. Alors malheureusement seulement au printemps. Ce n'est pas une mesure qui a été reconduite au moment du second confinement, mais quand même ça a permis une respiration aux personnes et voilà, une mise entre parenthèses de leurs problèmes d'accès au titre de séjour pendant quelques temps. D'autres pays ont étendu de manière universelle la protection des personnes, les protections offertes aux personnes en situation de recherche d'emploi, ou ont élargi le droit au travail pour permettre aux personnes et en France, ça a été le cas pour les étudiants étrangers dont la quotité de temps de travail a été élargie. L'Italie et le Portugal ont permis la régularisation de personnes sans titre de séjour. Alors certes, des personnes qui avaient déjà fait une demande de régularisation, mais néanmoins, il y a eu un mouvement pour permettre aux personnes de régler leur situation de séjour. Et en France, même si au dernier décompte, ce dispositif n'a concerné que quelques dizaines de personnes, 70 dans ce que j'ai lu le plus récemment, les personnes travaillant dans des emplois essentiels et qui avaient déjà soumis une demande de naturalisation ont vu leur demande de naturalisation accélérée pour reconnaître leur contribution aux efforts collectif. Et quand même, malgré le contexte très focalisé sur l'épidémie, à certains endroits, à New York notamment, et puis... oui, c'est ça, là, ça c'est New York et ça c'est Barcelone. Non, l'inverse, pardon. Ça c'est Barcelone et ça c'est New York. Des campagnes de lutte contre le racisme, et notamment le racisme anti-asiatique, ont été menées pour essayer de protéger le plus possible. Voilà, et enfin, ma toute dernière diapo, juste pour dire que malheureusement... beaucoup de choses ont été faites au printemps pour essayer de protéger les immigrés. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été, en tout cas en France, poursuivis à l'automne. D'ailleurs, je me suis permise de le souligner dans un texte qui paraît aujourd'hui. Donc je fais de la publicité sans vergogne pour dire que les immigrés ont non seulement souffert d'un impact plus important de l'épidémie, mais là sont en train de payer vraiment le prix des fermetures de préfectures, du non-accès à des compensations financières pour les personnes qui travaillent dans les emplois les plus précaires, et que vraiment on peut être très inquiet de ce qui est en train de se passer et des impacts que la crise sociale que vivent les immigrés
va avoir sur leur santé. Et d'ailleurs, l'OCDE a déjà publié cet automne un rapport très circonstancié qui titre sur la mise en péril des politiques, des progrès accomplis en matière d'intégration pour les immigrés dans l'ensemble des pays de l'OCDE au cours des dernières années du fait de la crise migratoire. Donc, malheureusement, il faut continuer à souligner ces difficultés et ne pas laisser tomber tous les efforts qui ont été faits dans le passé pour essayer de réduire les écarts de santé qui peuvent exister entre immigrés et non-immigrés. Merci. Bien, merci Maria pour cet exposé extrêmement riche, qui a cumulé quand même une série de données impressionnantes. Je trouve que quand même la recherche en sciences sociales, la recherche épidémiologique, face à cet événement extraordinaire qui a été l'épidémie de Covid, a quand même montré une capacité de réaction phénoménale. Enfin, on a même le sentiment qu'il y a un foisonnement de recherche et qu'il va falloir maintenant un petit peu coordonner tout ça et le mettre ensemble. Je trouve aussi que, par exemple, l'OCDE, qui a fait un travail absolument remarquable dans tous les domaines. Enfin, moi, je continue d'être un fervent partisan du travail de l'OCDE, parce que, bon, ils ont une grande branche éducation, ils ont une branche, évidemment, de compte public de l'économie, mais leur branche migratoire est vraiment remarquable. Et en même temps permet des comparaisons très intéressantes, parce que dans évidemment l'ensemble de l'OCDE, vous avez les États-Unis, vous avez le Canada, vous avez l'Australie, le Mexique, etc. Et ça permet des comparaisons inédites et pas simplement intra-européennes. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on devrait avoir bientôt la publication des chiffres du ministère de l'Intérieur sur les migrations et qu'on va pouvoir un peu mesurer l'impact du Covid sur ce qui s'est passé en 2020. Enfin, ça vient d'être publié, mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc là, on est... voilà. Alors, il est difficile de différencier ce qui est dû effectivement à strictement la crise du Covid, la façon dont certaines autorités ont profité en quelque sorte de la crise du Covid pour faire des choses qu'elles n'auraient pas osé faire auparavant, de fermer un certain nombre de portes. Hein, voilà. Et puis il y a eu l'inverse aussi, il y a eu des mesures comme ce pont aérien entre, je crois, la Tunisie et la France pour rapidement fournir en travailleurs tel ou tel secteur de l'économie, et c'est l'OFII qui s'en est occupé. Bon, alors à chaque fois ça concerne un petit nombre de personnes, mais enfin, et il y a eu un peu des choses dans tous les sens, mais c'est vrai que alors, si on regarde le cas des États-Unis, où là, il y a eu un bilan publié il n'y a pas très longtemps sur l'impact des plusieurs centaines de mesures prises par l'administration Trump pour modifier la politique migratoire, mesures qui sont très peu des changements de loi, mais qui sont souvent simplement des ajustements techniques, des mesures, eh bien, oui, ça, c'est en train de... Ça a dû diviser par 2, par 3 certaines formes de migration totalement légales qui, en principe, n'avaient aucune raison d'être impactées par le Covid. Donc, pour débrouiller tout ça, il va falloir faire Enfin, le Covid n'est pas une situation expérimentale simple, parce que ça mélange plusieurs phénomènes. Hein. C'est voilà, un peu le sentiment que j'ai. En tout cas, merci pour cette... Alors, tout ce qu'est la première partie de l'exposé sur l'importance de la santé mentale, où là, les travaux commencent à se multiplier, hein, manifestement. Par rapport à ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années, il y a vraiment une progression formidable. On est toujours sous l'aiguillon des recherches internationales, notamment scandinaves. Là, ça continue toujours, mais c'est bien. On ne vit pas uniquement dans notre univers franco-français. C'est ce qu'il faut sans cesse marteler, répéter. La République ne peut pas vivre par elle seule, et que ce soit dans la recherche, mais on a absolument besoin de transferts culturels, de transferts de recherche, de transferts de toutes sortes, à commencer aussi par les migrants.
Voilà, c'était juste quelques réflexions. Est-ce que Didier aurait des questions à poser à Maria, éventuellement Merci. D'abord, je remercie moi aussi Maria pour un exposé qui est remarquablement informatif et puis en plus portant une réflexion qui est, je crois, très, très, très utile. Première chose, c'est que je suis frappé de la quantité de production scientifique et notamment épidémiologique sur la santé des migrants au cours de la période récente, en étant assez vague sur ce que veut dire récente, mais en tout cas les dernières décennies. Je me souviens avoir fait il y a 20 ans des exposés et chercher une littérature de manière presque vaine sur la santé des migrants, sur différents aspects. Cette littérature était très pauvre et aujourd'hui, ne serait-ce que par les références qui ont été présentées ici, c'est vraiment impressionnant de voir le nombre et la qualité, bien sûr, de ces informations. Et la deuxième chose, c'est par rapport au Covid. Là aussi, il est vraiment impressionnant de voir comment, en temps réel, parce que là, on parle d'une épidémie qui a commencé officiellement il y a moins d'1 an, et on voit déjà toutes ces études qui sont produites, et notamment en France, et notamment par l'équipe de Maria Melchior. Juste peut-être deux choses. L'une qui est quand même, disons, une sorte d'atténuation de ce qui pourrait être un relatif enthousiasme autour des mesures qui ont été prises en faveur des étrangers pendant cette période, et qui d'ailleurs a été corrigée par la dernière diapositive, et donc la tribune que je n'ai pas encore lue, puisqu'elle paraît aujourd'hui. Mais je crois que cette extension a été essentiellement liée à l'absence de travail dans les administrations. Je veux dire qu'on ne peut pas... alors certes, on aurait pu pénaliser les gens parce qu'il n'y avait personne dans les administrations, ça s'est déjà vu, mais quand même, disons, c'est technique. C'est un petit peu comme une partie de la diminution des personnes détenues en prison, une partie seulement, à peu près un peu plus de la moitié, est liée simplement au fait que les tribunaux ne fonctionnaient plus. L'autre moitié, petite moitié, est en revanche liée à des mesures qui ont été prises par la garde des Sceaux et le ministère de la Justice, la direction de l'administration pénitentiaire, pour permettre la libération plus précoce de personnes qui étaient près de la fin de leur détention. Mais donc là, il y a une sorte de cas de force majeure où ce serait difficile de punir les étrangers pour le non-fonctionnement compréhensible du reste de l'administration. Mais il y a une chose dont, me semble-t-il, vous n'avez pas parlé, peut-être parce qu'il n'y a pas en France encore de travaux, mais moi je suis ça de très près depuis le début de l'épidémie. Et on a aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'il y a cette semaine un article qui a été publié dans le JAMA, dans le Journal of American Medical Association. C'est la question des personnes confinées dans des centres de rétention. Et là, on a une situation qui, alors qu'un effort considérable a été fait en France pour les personnes détenues, cet effort a été beaucoup moindre pour les personnes retenues. Or, dans le premier cas, on peut penser, personnes détenues, qu'elles sont soit coupables, soit présumées coupables de délits ou de crimes. Alors que dans le second, on a des personnes qui ne sont coupables ni de délits ni de crimes, puisque l'absence de titre de séjour n'est ni l'un ni l'autre. Or, ces personnes ont été finalement plus mal traitées puisque les centres de rétention
dont le défenseur des droits demandait la fermeture, les centres de rétention sont restés ouverts, même si bien sûr le nombre de personnes retenues a été diminué. Ce qui fait qu'on a vu se multiplier dans ces centres, avec peu de personnes certes, mais on a vu se multiplier des petits clusters et surtout des réactions de très grande anxiété de la part des personnes, dont certaines ont fait des grèves de la faim, dont certaines se sont automutilées et dans lesquelles on a vu aussi des tentatives de suicide. Donc, et alors aux États-Unis, bien sûr, où les chiffres sont bien plus importants, là, il y a eu véritablement un mépris de cette situation et des clusters assez nombreux. Encore une fois, les chiffres commencent à apparaître maintenant. Et moi, constatant ce double traitement, ce traitement différencié entre les détenus et les retenus, je me suis dit qu'il y avait là quand même quelque chose qui indiquait que dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales, disons, et peut-être d'ailleurs au-delà, si on établit une sorte de hiérarchie morale, eh bien, on voit que les étrangers se situent en dessous des personnes qui ont commis des délits ou des crimes. Et je trouve que c'est assez inquiétant pour la santé morale, si on peut dire, d'une société, que d'en arriver ainsi à traiter les personnes autres, les personnes d'ailleurs, fussent-elles en situation irrégulière. Alors, je peux pas... Je pense que ça marche, oui. Merci pour ce commentaire. Je ne peux pas répondre sur les centres de rétention, outre le fait que... Je ne sais pas si on a vraiment des données très complètes, mais outre le fait qu'effectivement, le fait qu'il n'ait pas été fermé alors que le défenseur des droits, certaines associations appelaient très fort à ce que ce soit le cas, puisqu'évidemment, c'est des lieux de concentration de personnes et que c'est absolument ce qu'il faut éviter en période épidémique et très signifiant. Mais ce qui est certain, c'est que... alors moi, je travaille sur les inégalités sociales de santé au sens large, et c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que les immigrés, et peut-être en particulier les immigrés en situation très précaire, révèlent des dysfonctionnements ou des fonctionnements, en tout cas, du système de santé, notamment, qui sont en fait, auxquels on est tous soumis. C'est un peu une loupe grossissante d'un certain nombre de problématiques, et c'est vrai que c'est passé sous le fait que les centres de rétention n'aient pas été fermés, c'est passé sous silence parce que il y a quand même un contexte politique qui est plutôt pas très favorable à ce type de mesures, certainement, et qu'en fait on n'a finalement pas tant parlé que ça, alors que évidemment l'impact sur les personnes est très important. Peut-être juste un mot sur la tribune. En fait, j'ai fini par écrire ce texte qui reprend un peu ce que j'ai dit de l'OCDE et puis un peu l'historique de l'épidémie, tout simplement parce que moi je travaille dans un laboratoire INSERM depuis maintenant 20 ans et je vois au quotidien les difficultés croissantes. On embauche bien sûr beaucoup d'étrangers, de personnes formées en France, venant du monde entier. Enfin voilà, c'est d'une richesse incroyable. Et je vois au fur et à mesure les difficultés croissantes des personnes à obtenir un titre de séjour. C'est une chose, le renouveler. Donc des personnes qui sont en emploi dans une institution publique, à qui on garantit la possibilité de pouvoir travailler ou faire une thèse ou quelque chose comme ça. Et là, vraiment, cet automne, c'est plus... tout le monde a des problèmes divers et variés, mais là, personne n'a été en mesure de renouveler ces documents, en réalité, parce que, tout simplement, les préfectures ne sont plus accessibles. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'accès physique aux préfectures a été fermé du fait de l'épidémie. Et donc, et bien sûr, tout ce qui est mis en place pour un accès en ligne ou par téléphone est totalement insuffisant ou ne fonctionne pas. Donc là, je me suis dit, non, quand même... voilà, sinon, dans le... Mais il y a eu des mesures de prolongement automatique. Pas actuellement, non. Pas actuellement, dans la première vague. Oui, dans la première vague, qui n'ont pas été renouvelées au moment de la seconde vague. Effectivement, les administrations étaient fermées, donc les dossiers se sont empilés. Là, elles ont réouvert, mais à un rythme qui n'est probablement pas... Alors, effectivement, il y a
enfin la CIMAD a documenté ça depuis des années, les problèmes d'accès physique aux préfectures ou d'accès aux titres de séjour parce que les administrations sont notoirement sous-financées et n'ont pas les moyens qu'il leur faudrait, et les titres de séjour sont de plus en plus courts aussi. C'est quelque chose que je dis depuis un certain temps. J'avais regardé il y a 2 ans maintenant, quand on regarde un peu dans les lois de finances de chaque pays, au fond c'est ça la meilleure source, quels sont les moyens consacrés à traiter les migrants, à traiter la demande d'asile, etc. Alors c'est pas facile, hein, il faut regarder dans pas mal de documentation et dans plusieurs langues. Et c'est vrai que ça fait partie intégrante de la politique migratoire, l'affectation des ressources à ces administrations qui traitent les demandes. Alors là, les pays du Sud sont dans une situation absolument déplorable. Pourquoi on a des migrants qui remontent de l'Espagne, des migrants, des exilés, des demandeurs d'asile qui remontent de l'Espagne, alors qu'ils sont arrivés en Espagne, ils remontent en France et tout, mais c'est parce que les files d'attente en Espagne, vu le fait qu'il y a peut-être 200 personnes chargées de traiter toute la demande d'asile en Espagne, contre peut-être 1500 chez nous et 6000 en Allemagne. Enfin, il y a des décalages comme ça. Donc, une partie des flux migratoires que nous recevons sont dus au fait que certains pays ne sont pas équipés ou ne se sont pas équipés, parce que c'est une décision politique, pour traiter la demande d'asile. Et là, on pourrait penser que l'Europe pourrait avoir un rôle à jouer, mais en principe, ça dépend de chaque pays, puisque ce sont des politiques souveraines. Mais enfin, la prochaine étape, ce serait quand même qu'il y ait une espèce de répartition de la charge et de la charge administrative qui soit à peu près égale, qu'il y ait une espèce de justice géographique, en quelque sorte. Voilà. Mais beaucoup de mouvements secondaires aux demandes de migrants s'expliquent par l'inégalité des équipements et en fait dépendent aussi de politiques migratoires. Alors la France, comme toujours, elle est dans une médiocre moyenne par rapport à d'autres pays qui ont pris au sérieux l'investissement dans les ressources administratives permettant de traiter les demandes. Et on voit bien que l'Allemagne, une fois de plus, est quand même... elle n'est pas exemplaire, hein. Elle a quand même débouté la moitié de ses demandeurs et elle a stoppé net les flux après le fameux accord avec la Turquie. Donc, mais quand même, au total, et puis rapporté à la population, elle est beaucoup plus équipée pour traiter les demandes que nous, et la France l'est davantage que l'Italie, qui l'est davantage que l'Espagne ou le Portugal. Enfin, il y a davantage que l'Afrique du Sud dont je parlais tout à l'heure. Oui. Où il y avait 5 juges pour décider en appel des demandes de personnes déboutées. Donc 5 juges pour les 800 000 personnes potentiellement, puisque plus de 95% étaient déboutés en première instance, et donc envoyaient leur dossier en appel. Il y avait 5 juges, j'en ai rencontré un, et une longue conversation avec lui. Mais c'est pour dire un élément d'explication de la longueur des procédures, c'est bien sûr qu'il y avait cet équipement insuffisant. Mais enfin, les choses semblent quand même s'être... alors, outre des mesures d'exception qui ont été passées, comme par exemple le fait de n'auditionner les demandeurs d'asile que par visioconférence, par exemple... par la CNDA, qui a été prise de manière transitoire pour permettre d'évaluer un certain nombre de dossiers, mais enfin dont on peut craindre malheureusement que ce ne soit pas au bénéfice des requérants. Enfin, il y a quand même des choses qui ont été faites et qui n'améliorent pas vraiment l'accès aux droits des personnes, quoi. C'est vraiment assez inquiétant quand on sait en plus que là... sur la majorité des personnes qui demandent des renouvellements de titre de séjour, c'est des gens qui souhaitent rester en France, qui ne sont pas du tout dans des situations de migration vers ailleurs. Bon, je crois qu'on va arrêter là, si vous voulez bien. Je tenais encore à vous remercier l'un et l'autre. C'était 2 exposés d'un style très différent, mais s'appuyant tous les 2 sur des recherches de terrain, que ce soit par enquête ou par observation. Et je pense que ça fournit 2 modèles formidables pour nos étudiants, puisque nous avons aussi des étudiants de master, nous avons des étudiants qui essaient de suivre les cours du Collège de France. Et je pense que j'espère que ça va déclencher des vocations. Merci beaucoup.